Dans le nord de l'Alsace, il y a un endroit qu'on appelle Krumme-Elsass, l'Alsace bossue, parce que cet endroit-là est tout vallonné, fait de collines et de bosses. Autrefois, dans cette région, il y avait un seul chemin, un petit sentier de pierre qui passait par monts et par vaux et qui traversait chaque village pour aller jusqu'à la grande ville. Rares étaient les voyageurs qui passaient par là, mais ceux qui osaient mettre le chemin sous leurs pieds arrivaient jusqu'au cœur de l'Alsace bossue et ils trouvaient alors un village grand comme un mouchoir de poche. Enfin, plutôt qu'un village, un hameau coupé en deux par le sentier. D'un côté, il y avait une grande demeure, un manoir haut comme 3 maisons, avec les murs blancs comme le sucre glace. Et ces murs-là étaient surmontés de tourelles, toutes recouvertes d'or. Le toit du manoir était recouvert de tuiles d'or. Et les fenêtres étaient en cristal, si bien qu'à chaque fois que le soleil y réfléchissait ses rayons, on avait l'impression de voir tous les arcs-en-ciel du monde sur le manoir. La porte principale était une immense porte toute en bois finement sculptée. Dans ce manoir-là, tout le monde le savait. Du bord de la rivière jusqu'au fin fond du vallon, tout le monde savait que vivait la femme la plus riche du pays. Elle s'appelait Inge. Et cette femme-là était tellement riche qu'on racontait que le soir, elle faisait couler dans sa baignoire du lait chaud pour prendre son bain. Elle était tellement riche que les gens disaient que dans chaque pièce de sa maison, posée au sol ou accrochée au mur, suspendue au plafond, il y avait des tapis d'Orient, tapis persans, tapis volants. Elle était tellement riche qu'on racontait qu'elle cachait chez elle un coffre en bois à l'intérieur duquel il y avait un trésor, des pièces d'or, 100, 1000, peut-être plus encore. En tout cas, jamais, ô grand jamais, personne n'aurait osé frapper à la porte de Inge pour lui demander 3 fois rien, même pas 3 feuilles de radis, parce que cette femme-là était si radine, si avare, si égoïste, qu'elle aurait préféré se couper 10 fois la langue plutôt que de prêter la moindre coquille de noix à qui que ce soit. Alors, du bord de la rivière jusqu'au fond du vallon, on la surnommait Inge Cœur de Pierre. De l'autre côté du manoir, juste après le chemin, il y avait donc le hameau, fait de quelques maisons tout en bois. Et pile en face de la grande demeure, il y avait une petite cabane, avec la porte toute de travers, les volets qui ne fermaient pas et le toit tout de guingois. Dans cette cabane vivait une pauvre couturière avec son fils. Elle n'avait rien, mais elle était si généreuse que tout le monde savait qu'elle était prête à donner ou à partager jusqu'à la dernière miette de son pain. Et Miette, justement, c'était son prénom. Mais tout le monde la surnommait Miette Cœur d'Or. Un soir, à la fin du mois de décembre, le vent se met à mugir et la neige tombe à gros flocons. Dans le ciel, il n'y a que quelques étoiles qui éclairent faiblement la nuit. Ce soir-là, comme tous les soirs, Inge Cœur de Pierre est installée devant sa cheminée avec son coffre à trésor grand ouvert et elle compte ses pièces. 1, sting. 2, sting. 3, sting. 4, sting. 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 Et la musique de ces pièces l'enchante. Seulement ce soir-là, sur le chemin, il y a une autre chanson que le vent apporte. Flic, flac, flic, flac, la neige tombe dans mon sac. Plic, ploc, elle coule au fond de mes bottes. Flic, flac, la neige tombe dans mon sac. Plic, ploc, elle coule au fond de mes bottes.
Qui donc m'offrira un lit où déposer ma hotte, un bol de lait chaud pour réchauffer mes vieux os? Qui me fera une place tout près du fourneau, près d'un bon feu où faire sécher mon manteau? Flic, flac, la neige coule dans mon sac. Plic, ploc, elle tombe de mes bottes. Flic, flac, la neige tombe dans mon sac. C'est que ce soir-là, sur le chemin, il y a un vieux grand-père qui est en train de marcher. Il est tellement vieux qu'il a les épaules toutes voûtées. Sur ses épaules, juste une petite cape rouge cerise pour le protéger de la neige qui tombe. Il a une longue barbe toute gorgée de glace et il s'aide d'un bâton pour marcher sur le chemin. Sur son dos, un vieux sac tout poussiéreux. Quand le grand-père arrive devant le manoir, eh bien, il dirige ses pas vers la porte d'entrée. Flic, flac, la neige tombe dans mon sac. Et le vent emporte sa chanson. Le vent fait glisser la chanson du grand-père sous le seuil de la porte de la maison de Inge de Pierre. Et bientôt, la maison envahit. La chanson envahit toute la maison, de la cave jusqu'au grenier. Si bien que Inge, cœur de pierre, qui était en train de ch'ting, 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 n'arrive plus à se concentrer pour compter ses pièces. Alors elle s'arrête, elle écoute, et toute en colère, elle se lève, traverse le grand couloir de son manoir et va regarder ce qui se passe derrière la porte. Oh, oh, oh. En ouvrant la porte, elle se retrouve nez à nez avec le vieux. Mais qu'est-ce que c'est que cet épouvantail à moineau tout détrempé qui vient m'embêter un soir de décembre? Le petit grand-père, quand il la voit, il sourit, il dit « Ma bonne dame, j'ai marché depuis longtemps, je suis fatigué, je suis trempé, votre maison a l'air tellement chaude et accueillante. Est-ce que vous auriez un bol de lait chaud? Est-ce que vous auriez une petite place dans une pièce pour que je puisse me reposer? » Au fond d'elle, Inge se dit « Hors de question de faire rentrer cette chose-là, ce vagabond, chez moi. Il va salir toute ma maison. » Alors en pinçant les lèvres, d'un geste ferme, elle montre la maison qui est de l'autre côté du chemin, juste en face, la maison de Miette, cœur d'or. Et le temps que le grand-père se retourne pour regarder l'endroit qu'elle lui montrait, Inge lui claque la porte au nez et elle ferme sa porte à double tour. Alors le petit grand-père, à tout petits pas, K1, K.A., traverse la cour du manoir, repasse le chemin et flic, flac, la neige tombe dans mon sac. Plic, ploc, elle coule au fond de mes bottes. Qui donc m'offrira un lit où déposer ma hotte, un bol de lait chaud pour réchauffer mes vieux os? Qui me fera une place tout près du fourneau, près d'un... Le grand-père n'a même pas le temps de terminer sa chanson que déjà la petite porte de la cabane de Miette s'ouvre. Et il voit deux grands yeux noirs qui lui sourient. « Bonsoir, grand-père. Mais qu'est-ce que vous faites dehors par ce temps? Vous avez l'air tout trempé. Venez, venez. » Elle l'attire dans la maison. Pas de temps à perdre, faut vous réchauffer. Et ni une ni deux, elle se hâte de lui enlever son manteau et elle va le mettre à se réchauffer près du feu. Ni une ni deux, elle installe une chaise sur laquelle elle assoit le grand-père. Ni deux ni trois, elle lui enlève ses bottes et les fait sécher. Ici, grand-père, il n'y a pas de lait chaud, mais je vais vous faire une bonne tisane. Ça va vous redonner des couleurs. Et justement, sur le feu, il y a une grosse marmite d'eau qui bout. Miette est en train de préparer une tisane aux aiguilles de sapin. Et les aiguilles commencent à parfumer toute la maison. Ça sent bon. Elle sert un bol de tisane au grand-père et le bol, ça réchauffe les mains du vieux. Et puis, la fumée de la tisane, ça lui réchauffe le visage. Et
Et quand il boit, d'un coup, ça lui réchauffe le joug, et puis tout le corps. Le grand-père, il boit tout d'un trait, puis il leur demande « Encore, s'il vous plaît ». Quand il a bu suffisamment de tisane, qu'il s'est bien réchauffé, que ses petites joues ont bien rosi et bien rougi, le grand-père étouffe un bâillement. « Hé, grand-père, grand-père, venez, installez-vous dans mon lit. Il n'est pas très douillet, mais il vous permettra de passer une bonne nuit. » Le grand-père refuse. Il veut plutôt aller dormir sur une paillasse près du feu. Mais non, ici, les invités, on sait les accueillir. Et Miette installe le grand-père dans son lit à elle. Elle le recouvre d'une épaisse couverture de laine. Puis elle prend une petite paillasse et elle s'installe avec son fils près de l'âtre. Et tous les trois s'endorment. Le lendemain matin, avant le chant du coq, le petit grand-père se réveille, il bâille, il s'étire, il a bien dormi. Il se relève, il enfile son manteau tout chaud, il chausse ses bottes toutes sèches. Et puis, Miette est déjà réveillée. Alors il lui dit « Ma fille, tu as été bonne et généreuse avec moi. Je te remercie, parce que ce soir est un soir spécial, et grâce à toi, je vais pouvoir aller visiter chaque cheminée de toutes les maisons du pays. Aucun enfant ne sera oublié. Tous les enfants seront gâtés. Mais j'ai aussi un cadeau pour toi. Écoute, écoute. » Et le grand-père de dire « Au lever du soleil, la première chose que tu accompliras, toute la journée, tu la feras, et cela te comblera de bonheur. » Et sur ces paroles mystérieuses, il la remercie une dernière fois, pose son sac tout poussiéreux sur ses épaules, attrape son bâton, et il part. Miette le suit du regard, elle le voit disparaître à l'horizon. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, le grand-père ? Ce que j'accomplirais au lever du... Enfin bon, pas le temps de réfléchir. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, Miette veut tailler un nouveau pantalon pour son petit garçon. Et pour ça, elle a retrouvé un morceau de vieux rideau. Seulement, le morceau n'est pas très grand. Alors, pour être sûre de bien le couper, elle le pose bien à plat sur la table et elle se met à le mesurer. Et elle le mesure. Elle le remesure. Mais à chaque fois que Miette se met à mesurer le morceau de tissu grandit. Il s'allonge là sous ses doigts. Oh, mais... Et plus elle mesure, plus le tissu grandit. Et le voilà qui s'allonge et qui déborde de la table. Le tissu glisse de la table et bientôt il vient s'enrouler autour des pieds de la table. Et plus elle mesure, plus il grandit et bientôt il vient s'enrouler autour des chevilles de Miette. Et plus elle mesure, plus le tissu s'allonge, il s'allonge et bientôt il envahit toute la maison. Il pousse la porte et il sort à travers les rues du hameau. Miette n'en revient pas. Le tissu s'allonge comme par magie. Et non seulement il s'allonge, mais plus il grandit et plus il se transforme. Son rideau devient du coton, et puis de la laine, et puis même du lin, et puis du brocart, et du madras, et bientôt il devient soie, organza, organdi, dentelle, des tissus de plus en plus rares et de plus en plus précieux. Miette n'en croit pas ses yeux. Et le tissu grandit comme ça jusqu'au premier rayon de lune. Quand arrive la nuit, le tissu s'est arrêté de s'allonger. Alors Miette et son fils sont sortis, ils ont ramassé tout le tissu, l'ont ramené à la maison. Et étoffe par étoffe, Miette se met à rassembler le tissu. Elle prend la soie. Elle la roule, elle la coupe, elle l'entrepose. Elle prend l'organza, elle la roule, elle le coupe,
elle le dépose, elle prend la dentelle, elle la roule, elle la coupe, elle la dépose, elle prend la laine, elle la roule, elle la coupe, elle la dépose. Et c'est comme ça qu'elle travaille toute la nuit. Puis éreintée, fatiguée, elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, quand Miette se réveille au chant du coq, elle file tout droit chez un de ses voisins pour lui emprunter une charrette. Dans la charrette, elle dépose la moitié des tissus les plus précieux qu'elle a reçus en cadeau et elle emprunte le chemin pour aller jusqu'à la grande ville. À la grande ville, sans perdre de temps, elle s'en va jusque chez le maître tailleur le plus réputé. Et quand le maître tailleur voit la marchandise que Miette lui ramène, il réajuste ses petites lunettes sur le bout de son nez, il n'en revient pas. « Oh, ben ça, ma petite dame, c'est de la belle marchandise, je vous rachète le tout. » Alors au creux de son oreille, Miette lui murmure le prix qu'elle en demande. Sans discuter, le tailleur lui prépare un petit coffre tout en bois. Et c'est avec ce petit coffre, bien caché sous son châle, que Miette rentre chez elle. Sur le chemin, à l'intérieur du coffre, il y a les petites pièces qui tintinabulent. Grâce à ce trésor, Miette va pouvoir s'offrir une chaumière. Peut-être même une chaumière avec un jardin pour son enfant. Et surtout, avec ce trésor, Miette n'aura plus à se soucier du lendemain. Elle et son fils auront toujours de quoi manger, ils auront toujours du pain. Quand elle rentre au hameau, tout le monde se réjouit pour Miette. Quel bonheur, quel jour de fête! Tout le monde, sauf Inge, cœur de pierre. Cette voisine-là, elle se met plutôt à grincer des dents en se disant « Mais quelle idiote j'ai été! Mais enfin, comment est-ce que j'aurais pu savoir que ce vagabond était un tel magicien? Maintenant, si moi je l'avais hébergé chez moi, eh bien, je serais encore plus riche que riche. Toutes mes petites pièces d'or auraient des cousines. » Alors de ce moment-là, Inge n'a plus qu'une seule idée en tête, le retour du grand-père. Et tous les jours, elle guette le retour du vieux bonhomme sur le chemin, elle épie, elle scrute l'horizon. Et c'est comme ça que passent les jours, passent les saisons. Et pour Inge Cœur de Pierre, le temps semble si long, si long. Le printemps n'en finit pas, le chant des oiseaux l'agace. L'été arrive et avec le bourdonnement des abeilles, elle a l'impression de devenir folle. Et quand l'automne fait tomber ses premières feuilles, enfin, bientôt l'hiver. Et voilà qu'un soir, à la fin du mois de décembre, alors qu'elle était devant sa cheminée en train de compter « Sting, sting, sting », voilà que le vent fait passer une ritournelle sous sa porte. Flic, flac, la neige tombe dans mon sac. Plic, ploc, elle coule au fond de mes bottes. Flic, flac. Sitôt qu'elle entend la chanson, Inge se redresse, tend l'oreille, et puis elle enfile son manteau le plus chaud. Elle s'en va devant le manoir et elle attend. Et elle finit par le voir qui marche sur le chemin. « Hé, grand-père, par ici, par ici !» Elle se précipite vers lui, elle l'attrape par le bras et elle le tire, elle le traîne, si vite et si brusquement que le pauvre grand-père manque de se rompre le cou. Elle l'entraîne à l'intérieur de sa maison. « Vous verrez, vous serez bien ici !» Sans prendre même le temps de le déshabiller, elle l'installe à table. Et sur la table de la maison de Inge Cœur de Pierre, il y a toutes les spécialités du pays. Et la femme oblige le grand-père à manger tous les plats qui sont préparés. Bouillon, potage, tarte flambée, Fleischnacker, choucroute, Bäckerhofer, bretzel, pain d'épices, fruits confits. Tant et tant. Le grand-père est obligé de manger tant et tant qu'il frôle l'indigestion. Bon, une fois qu'il a fini de manger, vite, Inge l'emmène dans une chambre où elle a préparé un lit. Et quel lit!
Sur un épais matelas, elle a déposé édredon, couverture, coussin, couette, édredon, couverture, coussin, couette, une véritable lasagne de tissu. Le grand-père se hisse jusque tout là-haut et... Bonne nuit. Bonne nuit, tu parles. Le pauvre homme a tellement peur de mourir étouffé avec tous ses coussins, ses édredons, ses couettes, qu'il ne ferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, avant le chant du coq, le grand-père se glisse hors du lit. Il prend son sac poussiéreux, son bâton, et sur la pointe des pieds, il traverse le couloir pour sortir. Au moment où il attrape la clenche pour tourner la... Alors, comme ça, mon brave, on allait partir sans dire au revoir. Mais quel ingrat! Je vous accueille chez moi comme un roi et vous ne me dites même pas merci. Le grand-père se tourne vers Inge, cœur de pierre, et il lui dit « Comme vous voudrez, madame. Écoutez, écoutez. Au lever du soleil, ce que vous accomplirez toute la journée, vous le ferez. » Et ceci dit, il ouvre la porte et il sort. Inge, cœur de pierre, n'en revient pas. Ça y est, elle aussi va recevoir son cadeau. Alors, vite, elle se précipite dans son salon. Elle ouvre son grand coffre et elle se remet à compter ses pièces. Et elle en prend une, l'observe. Et c'est à ce moment-là qu'à travers les nuages, un rayon de soleil passe. Le rayon de soleil passe par la vitre, vient se réfléchir sur la pièce d'or et ce rayonnement vient brûler la prunelle des yeux de Inge. Aïe! Elle lâche la pièce et voilà qu'elle sent sous sa paupière quelque chose gonfler, monter et les larmes commencent à couler de son œil et à ruisseler sur sa joue. Et voilà que l'autre paupière se gonfle aussi et qu'une larme se met à ruisseler sur sa joue. Et de larme en larme, Inge se met à pleurer sans plus pouvoir s'arrêter. Elle pleure, plic, elle pleure, ploc, elle pleure, plic, elle pleure, ploc. Elle pleure comme ça toute la journée jusqu'au premier rayon de lune. Mais les larmes qu'elle verse se transforment bientôt en rivière et la rivière se transforme en torrent. Et quand le soir est arrivé, Inge voit tout autour d'elle de l'eau bouillonnante, de l'eau tourbillonnante. Et voilà que le torrent l'emporte, elle l'emporte son trésor, loin, loin, loin par-delà le chemin, loin par-delà les monts et les vallées. De cette nuit-là, on n'a plus jamais entendu parler de Inge, cœur de pierre. C'est depuis ce temps-là que dans l'Alsace bossue, les grands-mères racontent aux petits-enfants que certains soirs, à la fin du mois de décembre, quand le vent se met à mugir, on peut entendre dans le vent comme les pleurs d'une femme. C'est encore Inge, cœur de pierre, qui pleure la perte de son trésor. Mais les grands-mères racontent aussi que, depuis ce temps-là, à la veillée de Noël, lorsque la famille se retrouve autour de la table de fête, on n'oublie jamais de mettre tout au bout de la table une assiette avec des couverts. Parce que sait-on jamais, peut-être qu'un pauvre vagabond viendrait à passer par là et serait heureux de trouver une famille et un bon repas. Et c'est ainsi que mon histoire de Noël se finit. Le temps de Noël, c'est le temps où on se retrouve en famille, où on partage de bons moments autour d'une bonne table, on partage des chansons, des histoires. Alors, cette histoire que j'ai partagée avec vous, surtout, racontez-la, racontez-la. Elle fait aussi partie de la magie de Noël. Et moi, je vous souhaite à tous, petits,
grand, même très grand, de très bonnes fêtes. Joyeux Noël!